Alors, bonsoir et bienvenue à cette 544e conférence. Je vous demande d'éteindre vos portables, s'il vous plaît, avant que la conférence commence. Je salue donc ceux qui nous retrouvent en direct sur Internet, sur les sites de Canalu, du Monde et de Orientation.fr. Alors, ce soir, nous recevons François Jost, théoricien de l'image, pour une conférence qui s'intitule « Cinéma, télévision, entre réalité et fiction ». Cette conférence s'inscrit dans notre série qui va bien maintenant s'avancer vers sa fin, de 15 conférences jusqu'au 19 juillet, donc jusqu'à lundi, sur images fixes, images mouvantes. Nos conférences sont organisées par série. La prochaine série aura lieu du 18 au 29 octobre 2004. Elle sera consacrée aux grands ouvrages d'art, les grands gratte-ciel, les grands ponts, du point de vue des grandes salles de spectacle, du point de vue des technologies de construction. Pour ce qui est de 2005, nous consacrerons une grande partie du programme à la physique en relation avec l'année mondiale de la physique 2005 et le 100e anniversaire de la publication des opuscules majeurs de Einstein en 1905. Bien, je ne m'attarde pas sur les modes de diffusion. Nous sommes diffusés abondamment et sur plusieurs sites Internet. Je vous renvoie à ce petit document, ce document de programme, au dos duquel vous avez l'adresse des sites. Sur France Culture, les conférences sont diffusées le matin entre 6h et 7h. Les conférences actuelles seront retransmises durant l'été, mais je ne sais pas encore à quelle date. À la télévision, nous sommes présents sur la chaîne de câble Planète Future, en fin d'émission, le soir. Actuellement, les conférences sur les nouvelles thérapies sont diffusées tous les lundis. Et les conférences sur les particules élémentaires, puis cette série sur l'image, seront diffusées à partir du 22 juillet, du mardi au vendredi. Bon, il existe aussi des cassettes vidéo et des DVD de nos conférences. Là encore, je vous renvoie aux documents à votre disposition à l'entrée. Et enfin, pour ce qui est des publications papier, nous sommes édités par les éditions Odile Jacob depuis la série des 6 volumes de l'an 2000 et en poursuivant la publication régulière des conférences qui ont eu lieu depuis. En septembre, nous publierons la série de conférences sur la guerre d'Algérie et en octobre, les conférences de janvier dernier sur les nouvelles thérapies. Donc je remercie le ministère de l'Éducation nationale pour son soutien à l'association Université de Tous les Savoirs, nos partenaires médias qui nous permettent d'avoir toute cette présence et l'Université de Paris 5 qui nous accueille dans cet amphithéâtre Binet. Quelques mots de présentation maintenant de notre conférencier de ce soir. Il s'agit de François Jost, né en 1949, professeur d'université à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et spécialiste de l'image, image cinématographique, image télévisuelle. Il est directeur du Centre d'études des images et des sons médiatiques à Paris. Et il a écrit plusieurs programmes pour la télévision et a réalisé plusieurs films, dont La mort du révolutionnaire halluciné. Il est spécialiste de l'image, du récit cinématographique et de fiction, et il s'est intéressé aussi abondamment au rapport entre cinéma et télévision et à la télé-réalité. Sa bibliographie est importante, vous la retrouverez sur nos sites. J'en donne quelques indications quand même. Le récit cinématographique, en collaboration avec André Gaudreau, ça c'est un ouvrage ancien, 1990 chez Nathan. Un monde à notre image en 1993. Le temps d'un regard de l'image au spectateur en 98. Penser la télévision, 98 toujours. La télévision du quotidien, 2001. L'Empire du Loft, 2002. La télévision du quotidien entre réalité et fiction, de Bock, 2003. Il est aussi l'auteur d'un roman. Donc je lui cède la parole pour une 50aine de minutes et ensuite il répondra bien sûr à vos questions. Merci. Je vous remercie. Si la télévision, si la télé-réalité a été le symptôme de quelque chose, c'est sans doute moins d'une évolution de la société, d'une appropriation des écrans par les anonymes, que de la confusion des esprits dont elle a témoigné. Comment a-t-on pu accepter, sans sourciller, d'identifier la réalité à la quotidienneté de quelques jeunes enfermés dans un studio ?
Comment a-t-on pu accepter la qualification de fiction réelle que le diffuseur avançait pour lancer Love Story, alors que le rapprochement de ces deux mots, fiction et réel, n'a guère plus de sens que l'expression canicule polaire? Si la capacité de croire en même temps à des vérités incompatibles est la marque des périodes de confusionnisme intellectuel, comme l'écrit Paul Venn, force est d'admettre que nous ne sommes pas encore sortis de cette période. Certes, plus personne ne croit à la réalité de la télé-réalité, mais la confusion entre fiction et réalité a pris un nouveau nom, docu-fiction, oxymoron apparu récemment pour désigner des émissions comme l'Odyssée de l'espèce ou Le dernier jour de Pompéi. À y regarder à deux fois, ce rapprochement de contraires est assez étonnant. Chacun dans sa vie sait plus ou moins distinguer entre ce qu'il vit, justement, et ce qu'il invente, imagine ou désire. Tout le monde sait ce qu'est mentir. D'où vient alors que, dès qu'intervient l'image, ces certitudes vacillent? Même parmi les cinéastes ou parmi les théoriciens de l'image, il est difficile de trouver des points d'accord en ces matières. Les uns affirment sans embâche que les images sont toujours vraies. C'est le cas de Godard, qui dit « le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde ». D'autres qu'elles mentent. « Toutes les images mentent », dit le cinéaste Pierre Beuchot, auteur d'Hôtel du Parc. D'aucuns lui contestent sa capacité à être un récit stricto sensu, Gérard Genette, Jean-Marie Schaeffer. De leur côté, certains, comme Christian Metz, considèrent que tout récit est fictionnel et qu'il n'est donc aucun récit en images qui ne soit de facto fictif. Comment s'y retrouver au milieu de toutes ces thèses? Mon propos d'aujourd'hui est donc très simple, comprendre quelle vérité nous pouvons accorder aux images. Nous pouvons attendre des images télévisuelles et cinématographiques. Pour ce faire, j'examinerai 3 points. Le premier, la relation de l'image à la vérité. Le second, le rôle des catégorisations, de la catégorisation dans la réception des films et des émissions de télévision. Le troisième, je me pencherai sur ce ou cet entre qui se trouve entre réalité et fiction dans mon titre. Voyons d'abord la question de la vérité de l'image. Parmi les nombreuses questions que suscite la relation de l'image à la vérité, j'en retiendrai 2 qui sont comme les 2 faces d'une médaille. La question de l'assimilation de l'image à la fiction et celle de l'assimilation de l'image à un mensonge. Voyons d'abord l'assimilation de l'image à une fiction. En latin médiéval, fictio signifie tromperie et parallèlement un fait imaginé, opposé en tant que tel à la réalité, sens qui rejoint celui d'image, qui à l'origine signifie fantôme par opposition à réalité. Philosophiquement, cette assimilation de l'image à la fiction et son opposition à la réalité remonte à Platon. Que dit le philosophe? Dans La République, le créateur d'images, l'imitateur, n'entend rien à la réalité, il ne connaît que l'apparence. Et pour ce faire, il compare le travail de l'artisan qui fabrique un objet et celui de l'artiste qu'il représente. Le menuisier, pour construire un lit, doit avoir une idée de la forme de son essence, dont le meuble n'est qu'un cas particulier. Il ne l'invente pas, mais la reproduit, comme le maçon reproduit aussi le plan de la maison. Qu'en est-il maintenant du peintre qui dessine ce lit? Non seulement il se contente d'imiter un objet qu'il ne fait pas et qu'il ne sait pas faire lui-même, mais encore se borne-t-il à l'imiter, non selon la réalité, comme l'artisan qui s'inspire de la forme, mais selon ce que l'angle et le point de vue en laissent voir, c'est-à-dire le visible. De même, s'il représente l'artisan au travail, le peintre, dit Platon, nous représentera un cordonnier, un charpentier ou tout autre artisan sans avoir connaissance de leur métier. Et cependant, s'il est bon peintre, ayant représenté un charpentier et le montrant de loin, il trompera les enfants et les hommes privés de raison parce qu'il aura donné à sa peinture
l'apparence d'un charpentier véritable. Platon, le tableau n'est donc pas plus qu'une image reflétée dans un miroir. Platon vise les peintres, les poètes, ces imitateurs qu'il faut bannir de la cité idéale. Mais ne croirait-on pas entendre certains des discours sur les images de l'information télévisée ou sur les images de synthèse? Le journal télévisé, bien qu'il prétende parler de la réalité, la réduit en effet très souvent au visible, au point que parfois l'existence des événements dépend de leur capacité à être visualisés. Pensons à cette situation quotidienne. Un journaliste, enquêtant sur une fabrique de lits, interroge un menuisier et montre quelques images de son travail. Platon lui reprocherait sûrement de confondre, comme le peintre, l'apparence visuelle et la réalité de ce métier ou de cette catégorie sociale. Et sans doute aurait-il raison. L'image est donc, selon Platon, ontologiquement une tromperie, parce qu'elle n'atteint jamais le degré d'existence de son modèle. Ceux qui soutiennent que l'image numérique est devenue une pure apparence, n'attestant plus d'aucune réalité, se situent ouvertement dans cette tradition platonicienne. Que faut-il penser de l'argument qui consiste à doter les images numériques d'un statut à part, parce qu'elles résultent d'un calcul? Crée-t-elle une nouvelle grammaire du visible, comme le prétend, par exemple, Philippe Quéot? Je le cite, « C'est la notion même d'image qui est en train de changer, avec l'apparition d'un nouveau vocabulaire et d'une nouvelle grammaire du visible. Il s'agit d'une nouvelle écriture qui devra être maîtrisée par tous, sous peine de se voir se créer des fossés grandissants entre les grands prêtres habiles et omnipotents et les analphabètes du numérique, proie facile aux mains des magiciens de l'information. » Si tant est que le terme grammaire ait un sens s'agissant de l'image, force est de constater que pour faire illusion, l'image numérique insérée dans l'image photochimique, par exemple un bateau dans un décor naturel, doit se couler dans le moule du sensible et suivre les mêmes voies que le trucage classique du cinéma. Respecter les échelles, obéir aux lois de la perspective, à point de vue unique, aux règles de raccord, etc. Les ingénieurs l'ont si bien compris que tout leur travail porte aujourd'hui sur les procédés qui atténuent ce que les images pourraient avoir de manifestement trop calculé. La trop grande perfection des contours, des objets, le manque de perspective atmosphérique qui donne à tous les plans de l'image une égale netteté, l'aspect trop régulier de certaines trajectoires ou déformations. Ainsi, la théorie des particules permet aujourd'hui de fabriquer des objets flous, comme d'ailleurs ces fumées du Titanic, et des chutes d'eau, des vapeurs d'eau, etc. Nous finissons à avoir devant les images de synthèse les yeux de Boccace s'exclamant face à Giotto, à la peinture de Giotto, « Il n'est rien que Giotto ne soit capable de peindre de telle manière que les yeux pourraient s'y tromper ». En ce sens, les images numériques se coulent dans les moules les plus anciens de la représentation occidentale. Et c'est d'ailleurs là que peut résider leur danger pour la démocratie. Encore faut-il, avant de s'inquiéter de ces dangers, être circonspect. Toute la question est en effet de savoir si toutes les tromperies se valent. Que la numérisation des acteurs permette de réaliser un plan complexe dans Titanic, où la caméra part de Leonardo DiCaprio à l'avant du navire pour tourner autour de lui jusqu'à s'éloigner du paquebot et aller très très loin du paquebot, est somme toute plutôt réjouissant pour le spectateur. Qu'elle permette de reconstituer pour les informations un événement qui n'a pas eu lieu, comme la rencontre programmée d'une navette, ou j'allais dire éventuellement, mais c'est bien que ça ne soit plus tout à fait de l'image numérique, une attaque dans un train de banlieue, est plus ennuyeux puisque ça finit par imprimer dans notre cerveau des images d'une réalité non avérée. Voici quelques images, par exemple, d'un film un spécialiste d'Eyal Sivan et Ronnie Broman, qui a été fait à partir des archives du procès Eichmann.
Alors, je vous en montre un extrait. Pardon, je ne maîtrise pas encore toujours. Voilà. Alors, vous allez remarquer dans cet extrait des reflets, par exemple, dans la vitre, qui ne sont pas dans la bande d'origine, non plus que le son d'ailleurs, qui a été fait à partir des enregistrements de radio et non pas à partir des enregistrements télévisuels. Il va de soi que si je ne vous le disais pas, vous ne pourriez pas du tout le voir. Ici, dans la suite de l'extrait, vous allez entendre très très présent les bruits du stylo de Eichmann. Ici, bruits qui évidemment ont été rajoutés par la suite par le réalisateur. Bon. Peut-on, pour le plaisir, rajouter un travelling, comme on le voit dans ce film aussi, où à certains moments, un travelling a été reconstitué par des moyens numériques sur l'ensemble du jury? Peut-on rajouter un tel travelling sur des images d'archives du procès d'Eichmann, comme le fait donc Sivan? Bon, si le travelling est une affaire de morale, comme disait Godard, on peut en douter. Tout cela accrédite l'idée, donc, sur laquelle je vais revenir dans un instant, que les images ne sont pas dangereuses en soi, mais seulement en fonction des usages et des cadres d'interprétation qui les enserrent. Je voudrais passer maintenant à la deuxième thèse que l'on voit souvent apparaître, celle de l'identification de l'image à un mensonge. En 1601, une baleine s'est échouée sur le rivage d'Ancône. Une gravure en témoigne, dont la légende précise qu'elle a été dessinée exactement d'après nature. Une erreur curieuse s'est pourtant glissée dans l'image, comme vous l'avez sans doute vu, c'est que la baleine a des oreilles. Erreur d'autant plus surprenante que, quelques années plus tôt, une autre gravure montrait la même baleine avec les mêmes oreilles, mais dans la position simplement inverse, droite-gauche, pour décrire une baleine échouée sur un rivage en Hollande en 1598. Donc on voit que le graveur italien s'est contenté de recopier l'œuvre de son collègue flamand et de l'inverser. Une telle image une telle anecdote atteste que, anecdote qui est citée par Ernst Gombrich dans Art et Illusion, atteste que l'image n'a pas attendu l'ère de la reproductibilité mécanique, électronique ou numérique pour véhiculer des faux témoignages. En l'occurrence, l'image doit sa valeur moins à la qualité de son exécution et à la représentation de la réalité qui est fausse, qu'au fait que l'artiste assure qu'elle traduit un événement qu'il a vu de ses propres yeux. Ce n'est plus l'imitation qui fonde la vérité de l'image, comme chez Platon, ou la fausseté plutôt, mais son statut de témoignage oculaire. Cette fonction qui lui est dévolue de témoignage oculaire se retrouve tout le long de l'histoire. En 1906, au moment de l'effondrement de la mine de Courrières, on projette un film de fiction au Pays Noir, parce que, évidemment, on n'a pas d'actualité pour montrer ces images. Donc, on préfère montrer un film pâté de fiction que les actualités elles-mêmes. De la même façon, dans les années 1900, la firme Pathé présentait sous la même rubrique « Actualité prise sur le vif » et « Actualité reconstituée », comme on disait à l'époque. Quant aux faux témoignages télévisuels, bon, ils foisonnent, de la baleine échouée à Ancône au cormoran englué dans le pétrole pendant la guerre du Golfe, qui venait tout simplement de Bretagne, comme on sait. Donc, entre ces cormorans filmés en Bretagne et prétendument en Arabie Saoudite et cette baleine échouée sur un rivage d'Ancône et celle de Hollande, on peut dire que rien n'a évolué. Comme le trucage photographique, très répandu au cours du XXe siècle, ces images trompent le spectateur, non par leur capacité à se substituer au réel, mais parce que leur auteur nous ment sur la nature de la réalité dont elle témoigne.
Aussi, il faut définitivement abandonner le terme mensonge pour qualifier l'illusion visuelle platonicienne et ne réserver ce terme qu'au cas où l'image est insérée dans un circuit communicationnel où un homme utilise une représentation visuelle de la réalité pour témoigner de sa relation oculaire à un événement. Certes, l'image télévisuelle a tendance à réduire la réalité au visible, comme le redoutait déjà Platon. Mais cette déformation inhérente à son statut de signe ne s'assimile pas à de la fiction. Imiter n'est pas inventer. Même si la langue ne transcrit pas purement et simplement la réalité, mais en donne une représentation plus ou moins objective, nous distinguons dans la vie courante entre énoncé de réalité et énoncé de fiction. Une telle distinction s'impose aussi bien pour l'image, naturellement. La fiction n'est donc pas, dans la déformation, imputable au signe lui-même. Cela nous amène à une seconde question. Quel rôle joue la catégorisation des images dans leur réception ? J'ai noté il y a quelques instants que l'utilisation des images numériques ne produit pas en nous les mêmes réactions selon qu'elles visent à nous distraire ou à nous informer. Nous venons de voir que les mots dont nous accusons les images sont plutôt imputables aux utilisateurs et aux usages qu'ils en font. Mais quel rôle joue le spectateur ? C'est la question essentielle que l'on doit aborder si l'on veut éviter de rejeter la faute sur les seuls producteurs d'images, à la façon d'Adorno. Voyons donc le problème de la catégorisation des documents audiovisuels. Quand je dis catégorisation des documents audiovisuels, c'est, je comprends, film et émission. Je n'ai pas trouvé de meilleur terme pour regrouper les deux. Alors, voyons donc la catégorisation. Avant d'en venir là, on va voir un petit extrait de film sur magnétoscope. Il faut que je le lance. Bon, voilà donc un très court extrait qui présente donc un film qui s'appelle Blair Witch Project. En fait, avant cet extrait, dès 1998, avant la sortie du film, est apparue sur le web une publicité pour ce film, enfin plutôt une annonce de ce film. On trouve dans 1998 sur le Internet luxe de détails sur la disparition de 3 jeunes cinéastes dans la forêt de Blair, notamment des rapports de police, des indices retrouvés dans les bois, du matériel de tournage, etc. Ces 3 jeunes auraient péri au cours d'une enquête sur les sorcières vivant dans les parages. Tout est exposé ici comme s'il s'agissait d'un fait divers survenu récemment. Peu à peu, le groupe des internautes qui s'intéressent à cet événement gonfle. La réputation du film précède sa sortie et quand il sort, son accueil est absolument triomphal. Il n'est pas besoin de faire une étude en réception pour faire l'hypothèse qu'un tel film, donc The Blair Witch Project, a touché 2 publics différents, si ce n'est selon des critères d'âge et de sexe, au moins du point de vue de l'adhésion et des croyances qu'il a entraînées. Un des publics a pris ce film comme un documentaire attestant de problèmes paranormaux. L'autre public a pris ce film comme une fiction distrayante, malgré le fait qu'il mobilise effectivement tous les codes audiovisuels du cinéma du réel. Pour moi, seul compte ce constat. Que l'on puisse regarder Blair Witch comme une histoire véridique ou comme une pure invention, c'est-à-dire une fiction, atteste que la croyance a un rôle bien plus déterminant dans la réception que les savoirs sur le langage cinématographique. Plutôt que de prendre un film comme exemple heuristique, j'aurais pu évidemment prendre l'exemple de la retransmission du 11 septembre, qui a généré chez tous les spectateurs beaucoup d'histoires. Beaucoup de spectateurs ont hésité pour savoir s'il s'agissait d'un film pour les adolescents, projeté dans l'après-midi, ou
d'un film ou d'un reportage sur la réalité. Tout cela accrédite l'idée qu'à l'heure où la technique estompe la frontière entre le vrai et le faux, notre adhésion au film ou à un programme de télévision dépend surtout de l'idée que nous nous faisons, a priori, de la relation qu'il entretient avec le monde qu'il représente, idée qui est véhiculée par les genres. Tout genre repose sur la promesse d'une relation à un monde qui conditionne l'adhésion ou la participation du spectateur. En d'autres termes, un document, au sens large que j'ai dit tout à l'heure, qu'il soit écrit ou audiovisuel, est produit en fonction d'un type de croyance visé par le destinataire, et en retour, il ne peut être interprété par celui-ci qu'il reçoit sans une idée préalable du type de lien qui l'unit à la réalité. Il est de bon ton chez quelques représentants du prêt-à-penser de dire que ces oppositions n'ont plus cours et qu'aujourd'hui tout est virtuel. Une telle position méconnaît profondément nos croyances face aux images. Que la vérité soit une notion ambiguë, contestable, tout comme l'objectivité, n'empêche que nous avons besoin de tenir certaines images pour vraies et que nous valorisons tous les moyens techniques qui permettent de garder l'empreinte du monde sans trop le transformer. L'image photochimique ou électronique qui garde la trace visuelle des choses, et bien sûr le direct à la télévision qui apparaît aujourd'hui encore comme une garantie d'authenticité. Dans sa préface à la Nouvelle Héloïse, Rousseau se met en scène dialoguant avec un mystérieux interlocuteur qui vient d'achever la lecture de son roman par lettres et lui demande ce qu'il en pense. Celui-ci hésite. « Mon jugement, dit-il, dépend de la réponse que vous allez me faire. Cette correspondance est-elle réelle ou si c'est une fiction ?» Le lecteur ne jugera pas de la même façon une lettre d'amour, selon qu'elle est écrite par un auteur dans son cabinet, dit Rousseau, ou la lettre d'un amant vraiment passionné, ce qui est parfois le même homme. Quand bien même la seconde serait maladroite, répétitive, désordonnée, elle touchera plus que le style brillant d'un bel esprit qui l'a conçu pour émouvoir. Qu'il s'agisse de littérature ou de cinéma, il en va de même. Certains ont pu contempler la destruction du World Trade Center sans horreur, mais plutôt avec un étonnement sidéré, parce que les images ne sont pas en soi, ces images n'étaient pas en soi plus horribles que d'autres, implosion d'immeubles pour réhabiliter une banlieue déshéritée ou séisme survenu à l'autre bout du monde. Elles ne devenaient horribles qu'à partir du moment où l'on savait qu'elles provenaient du monde réel. C'est dire combien importe la frontière que nous traçons entre les images qui renvoient à notre monde ou qui s'en réclament et celles qui représentent un monde ressemblant éventuellement au nôtre. Bien sûr, cette frontière est d'autant plus nécessaire à la télévision que nous savons qu'elle diffuse toutes sortes de documents et qu'elle se fait un malin plaisir à brouiller les repères, voire la télé-réalité dont je suis parti. Mais on a vu avec Blair Witch que le cinéma fait de plus en plus ce genre de confusion aussi, de fusion. Il ne suffit donc pas de regarder les images pour les comprendre, ni de les analyser, c'est-à-dire de les réduire à des codes, à des sous-codes, comme on le pensait dans les années 60. Notre analyse dépend en première instance des cadres d'interprétation globaux dont nous allons faire dépendre les images, cadres qui vont servir d'interprétants aux signes audiovisuels. J'appelle ces cadres d'interprétation de l'image tout simplement des mondes. Ces mondes sont des interprétants, sont au nombre de 3. Le premier est évidemment le monde réel. Comme le suggèrent les discussions sur le roman par lettres, sur la télé-réalité, sur Blair Witch, sur le 11 septembre, la première question est de savoir si les 6 signes, si les images font référence à des objets existants dans notre monde ou s'ils font référence à de pures chimères, des entités fictives. Certaines émissions ou certains films prétendent faire référence à notre monde et nous livrer des informations en vue d'améliorer sa connaissance. Cette relation, en dernière instance, relève d'un exercice de la preuve. Telle était l'ambition des premières vues Lumière, tout au début du cinéma, montrer au public le spectacle du monde à travers la diversité de ses activités, de ses milieux, de ses événements. C'est aussi l'ambition du documentaire, sous toutes ses formes, des actualités cinématographiques qui ont ouvert les séances de cinéma pendant près de 70 ans, et ensuite du journal télévisé. À tout cela, je l'ai dit, la télévision ajoute le direct qui donne un sentiment d'authenticité que nous préférons à tout autre, même quand peu d'informations claires s'en dégagent ou que la qualité du spectacle est moindre.
Ce plaisir mélangé se trouvait aussi dans les dramatiques des années 50-60 qui, tout en plongeant le spectateur dans la fiction, laissaient la réalité s'engouffrer dans les brèches de quelques ratés, perches dans l'image, bruit dû au déplacement des caméras, trou de mémoire des acteurs, etc. Pour toutes ces raisons, les retransmissions en direct, quel que soit leur objet, ont aussi une visée authentifiante. La promesse de parler du monde n'est donc pas propre aux seules émissions d'information, elle est commune à tous les films, à tous les programmes qui promettent un discours de vérité que le spectateur interprète sur l'axe vrai-faux. Qu'un document audiovisuel se présente comme faisant référence au monde signifie que nous pouvons le prendre au sérieux pour 3 raisons. Soit comme signe du monde, il prétend tenir des propos avérés sur notre monde, c'est le cas de l'actualité, du journal télévisé, soit comme signe de l'auteur, il exprime une vérité profonde des êtres ou des individus, et c'est, je pense en particulier au documentaire d'Hervé Guibert, filmant ces derniers jours avec une caméra, soit comme document, il porte en lui une vérité incontestable, c'est le rôle de l'archive. Deuxième monde d'interprétation, donc, c'est le monde fictif. La fiction, et nous entrons maintenant véritablement dans ce qu'est la fiction, puisqu'avant c'était des fictions de fiction, si on peut dire, la fiction est de l'ordre de la versemblance, comme l'a montré Thomas Pavel à la suite de Valton. Nous faisons semblant d'habiter des mondes de fiction, tout comme au cours des rêveries ou des thérapies psychiatriques. Nous faisons semblant d'avoir des destins différents du nôtre. C'est Pavel qui parle. Néanmoins, nous faisons semblant, avec le sérieux de l'enfant qui croit à son rôle, le temps de jouer, et qui sait, lorsqu'il s'écroule par terre, touché par la balle d'un fusil imaginaire, qu'il fait le mort, qu'il est mort pour de faux. On ne peut pas dire plus clairement ou plus ironiquement ce qu'est la fiction que Pérec, dans son récit intitulé « Un cabinet d'amateurs », qui dit, après avoir décrit le plus sérieusement du monde l'œuvre peinte d'un certain Heinrich Kurz, il conclut « Des vérifications entreprises avec diligence ne tardèrent pas à démontrer qu'en effet, la plupart des tableaux de la collection Raffke étaient faux, comme sont faux la plupart des détails de ce récit fictif, conçus pour le seul plaisir et le seul frisson du faire semblant. » Si la versemblance est un des caractères définitoires de la fiction, une conclusion s'impose. La fiction n'est pas dans l'objet décrit, mais dans le sujet qui la raconte ou l'incarne. À partir du moment où un metteur en scène, un réalisateur, recourt à des acteurs pour incarner ces êtres imaginaires que sont les personnages, on entre dans le fictif. C'est la raison pour laquelle le fait qu'un film soit basé sur une histoire vraie, comme on dit, fût-elle la vie du Christ, ne suffit pas à en faire un documentaire. S'il recourt à des comédiens, comme l'Odyssée de l'espèce, il est déjà du côté du fictif. Pour que la versemblance dépasse le fictif et devienne à proprement parler fiction, il faut encore un peu plus. Que le film soit organisé en fonction d'un monde dont les propriétés sont stables et cohérentes. Même si les objets, les actions, tous les signes de la fiction font d'abord référence à un univers imaginaire, mental, nous exigeons qu'elle respecte une règle, la fiction, celle de la cohérence de l'univers créé, avec les postulats et propriétés qui le fondent. Bien que le monde de la fiction ressemble plus ou moins au nôtre, il ne lui doit rien, pourrait-on dire. L'auteur est libre d'inventer et nous lui reconnaissons cette liberté. Qu'il décide que les êtres humains rapetissent après avoir subi des radiations atomiques, ou qu'ils grandissent, ou qu'ils deviennent invisibles, libre à lui. Tout ce que nous lui demandons, c'est de ne pas changer les règles tous les 2 minutes. S'il s'y tient, nous acceptons de faire semblant de croire à tout ce qu'il raconte. La fiction n'a donc rien à voir avec le mensonge. Le fait d'apparaître dans un univers fictif modifie l'interprétation et l'acceptation des relations qui unissent l'image ou le son à leur référent. Je peux mépriser les croyances concernant les sorcières et autres phénomènes paranormaux et prendre du plaisir à regarder Blair Witch, notamment pour son habileté à pasticher le documentaire. Troisième monde, un peu plus complexe, le monde ludique. Umberto Eco, qui fut l'un des premiers à montrer le rôle de l'opposition information versus fiction dans la catégorisation des programmes télévisuels, remarquait qu'un type d'émission restait difficile à placer sur cette carte des croyances, le jeu. Dit-il la vérité ou bien met-il en scène une fiction ? Posait-il comme question. La réponse ne va pas de soi. Umberto Eco conclut à un mélange réalité-fiction. Si l'on suit la définition du genre comme promesse d'une relation à un monde, il faut aller plus loin. Nous avons envisagé jusqu'à présent 2 manières de faire des mondes.
soit faire référence à notre monde, ce qu'il est convenu d'appeler le monde réel, la réalité, soit faire référence à un monde mental. Dans les deux cas, les signes visent une certaine transparence, surtout s'agissant d'images et de sons. Ils prennent moins d'importance que ce qu'ils montrent. Mais il peut arriver que le signe se renvoie à lui-même de façon sous-réflexive, comme disent les linguistes. Cette transparence cum opacité, comme ils disent encore, se définit par le fait que le signe, ni transparent ni opaque, est à la fois transparent et opaque. Il se réfléchit dans le même temps qu'il représente quelque chose d'autre que lui-même. C'est François Recanati qui parle. Cet affichage du signe comme tel, par exemple un mouvement de caméra très léché, un décor très artificiel dans un film de fiction, rejoint l'un des traits définitoires du jeu. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'on reproche aux cinéastes quand on parle de la gratuité, par exemple, d'un mouvement de caméra. En effet, le jeu est, selon Larousse, une activité physique ou intellectuelle non imposée et gratuite, à laquelle on s'adonne pour se divertir, en tirer un plaisir. Cette gratuité connaît des degrés. Les jeux qui ressortissent à ce que Caillois appelait l'ilinx, mot grec qui signifie tourbillon d'eau, jeux fondés sur la recherche du vertige, de la voltige, des chutes, des glissades, sont des jeux essentiellement ludiques, contrairement aux jeux de rôle, par exemple, qui ont pour cadre le monde réel. Il y a aussi des jeux tournés vers ce que Caillois appelle la mimicrie, c'est-à-dire l'imitation, qui font appel à la simulation, sans pour autant constituer des mondes fictionnels en bonne et due forme. Le gage, par exemple, qui prescrit à un joueur de jouer un rôle, ou la parodie d'un dispositif télévisé, ou l'imitation d'un chanteur, d'un homme politique. Les jeux, on le voit, sont loin de former une catégorie homogène. Certains engagent la réalité, les jeux de rôle, le quiz, les assertions sont vérifiables dans notre monde, d'autres sont fortement teintés de fiction. Les plus gratuits d'entre eux visent le jeu pour le jeu, comme d'autres, l'art pour l'art. Le plan d'un building qui s'écroule aurait pu susciter, dans un autre contexte que celui du 11 septembre, un effet purement ludique. Par exemple, s'il était placé après le plan d'un homme qui quitte le studio de télévision en claquant la porte et que l'immeuble s'écroule. J'ai vu d'ailleurs ce montage il y a quelques années dans une émission de divertissement. Au pour de vrai de l'imitation, de l'information, qui prend le monde comme référent, au pour de faux de la fiction, qui vise un univers mental, il faut donc ajouter un pour de rire, dans lequel la médiation se prend pour objet, qu'il s'agisse de jouer avec le langage, c'est l'énonciation, de jouer avec le jeu, ou de faire de l'art pour l'art. Je propose donc, pour catégoriser cette troisième possibilité logique, de parler de monde ludique. Donc, trois mondes, pour résumer, qui peuvent être schématisés par ce triangle. Mais cette répartition des films ou des émissions de télévision en fonction de mondes ne s'identifie pas à la classification des éléments selon Mendeleïev, où chaque case est occupée par une masse atomique précise. Deux forces, en effet, agissent sur la catégorisation des genres et sur leur appartenance à tel ou tel monde. Première force, le producteur ou le programmateur, le diffuseur. Grâce au titre du programme ou à l'appellation générique, les affiches, les bandes annonces, ces instances de production et de médiatisation prescrivent le bon usage, selon eux, du bien culturel diffusé. Ces stratégies tiennent sans doute plus de place à la télévision. L'étiquette télé-réalité, par exemple, encore bien vivace, fait ressortir le programme de la réalité. Quoi qu'il en soit, des moyens fictifs ou ludiques employés, reconstitution, jeux, animateurs, etc. La réalité est devenue un argument de vente qu'utilisent aussi bien les chaînes que les producteurs de films. Eux aussi recourent de plus en plus fréquemment, pour promouvoir leurs films, à des affiches qui estampillent le produit basé sur une histoire vraie ou à partir d'une histoire réelle. Et les acteurs se répandent dans les médias pour expliquer comment leur jeu s'est modelé sur l'observation de telle ou telle catégorie sociale représentée par la fiction. Chirurgiens, professeurs, prostituées. En outre, comme on l'a vu avec Blair Witch, le cinéma, à l'image de la télévision, donne de plus en plus souvent naissance à des objets audiovisuels non identifiés qui se donnent l'allure de la réalité, quand bien même ils sont joués par des acteurs. La seconde force qui joue sur les genres est évidemment, dans le meilleur des cas, j'allais dire, le spectateur. Le spectateur ou le téléspectateur pèse de tout son poids s'il joue bien son rôle sur la catégorisation des programmes.
En fin de compte, c'est à lui de décider s'il veut croire au premier degré à Blair Witch, parce qu'il garde au fond de lui l'idée que les sorcières existent, ou si au contraire, il préfère regarder le film comme une bonne fiction, avec ses rebondissements, ses coups de théâtre, son suspense, ou encore même comme un jeu au second degré, avec les codes du documentaire. Dans tout film, pour tout film plutôt, peuvent se rencontrer trois publics. Les crédules, qui prennent à la lettre les promesses de sens avancées par la communication médiatique du produit, les sceptiques, qui se méfient de la manipulation et qui cherchent des preuves pour infirmer la communication des chaînes, par exemple, et les décadents, qui tirent leur plaisir de ce jeu avec les codes, dans lesquels ils aiment voir un effet de l'art postmoderne. Pour comprendre l'importance de cette catégorisation sur la réception, examinons l'incidence de ces trois mondes sur l'acceptation d'un même procédé de falsification, celui qui consiste à mélanger des personnages fictifs, joués par des acteurs, avec des personnes existantes ou ayant existé dans notre monde. Pour la fiction, donc sur le pôle de la fiction, Forrest Gump, 1993. Dans ce film, grâce aux ressources des trucages numériques, vous savez que le héros rencontre Kennedy, John Lennon et entraîne la chute de Nixon par la découverte malgré lui de l'affaire du Watergate. On a pu critiquer de tels rapprochements en déplorant qu'ils falsifient l'histoire et en donnent des idées fausses au jeune public. Cependant, il est facile d'objecter à de tels arguments que la véritable erreur serait moins d'accroire cette version révisionniste des dernières décennies de l'histoire américaine que de penser que l'histoire s'apprend avec les films de fiction. Dans le règne de la vraisemblance, nul n'est tenu à l'exactitude par rapport à notre monde. Le téléspectateur doit savoir, il le sait souvent, que la fusion des niveaux de réalité fait partie des conventions autorisées. De la même façon, les romans par lettres du XVIIIe se présentaient souvent comme des documents authentiques, signés par un éditeur qui prétendait avoir trouvé la correspondance d'un personnage, d'une personne plutôt réelle. En revanche, ce même procédé, présenté comme renvoyant à la réalité un film qui utilise des acteurs alors qu'elle prétendait mettre en scène de vrais gens, entraîne immédiatement des critiques ou des condamnations de la part du spectateur, au sentiment d'avoir été floué, d'avoir pris au sérieux ce qui n'était qu'un jeu, peut s'adjoindre le jugement moral, on nous a menti. Pire encore, des effets émotifs du film peuvent purement et simplement se désamorcer. Rit-on de la même façon d'un homme vu dans une caméra cachée si on sait qu'elle a été jouée pour la caméra cachée? Évidemment pas. À preuve, le fait que dans tous les pays du monde, les différentes versions de Big Brother ont vu leur succès baisser quand les téléspectateurs ont compris que cette télé-réalité était en fait largement scénarisée. Au Brésil, où l'émission est encore présentée par la presse comme réelle, son succès ne se dément pas. Dernier mélange d'acteurs avec les personnes réelles, le dispositif télévisuel offert par une émission comme Surprise, Surprise, qui piège des vedettes de la chanson ou du cinéma en travestissant la réalité dans laquelle ils évoluent. Par exemple, en faisant croire à un chanteur débarqué au mois d'août à Montréal qu'il y a une tempête de neige. Dans un tel cas de figure, les effets de falsification peuvent sembler exagérés si le piégé réagit mal, mais sa finalité ludique excuse bien des excès et ne viendrait à personne, sauf à quelques grincheux, l'envie de le condamner. Vu sous cet angle, le ludique apparaît comme une excroissance visible, un retour de la fiction sur ses propres codes, chat aplati après avoir heurté une porte dans un dessin animé et qui tombe en arrière pour se redéplier presque immédiatement, feu d'artifice d'explosion à la fin d'un James Bond, etc. Si nous aimons voir tous ces effets et jouer avec eux, c'est qu'ils nous montrent une réalité au-delà du réel, une réalité que nous n'atteindrons jamais, où les morts se relèvent toujours. En somme, le seul monde dans lequel le mélange personne réelle, personnage suscite des réactions de rejet ou de discussion est le nôtre. Nous admettons facilement qu'un acteur de la société joue plus ou moins son rôle, qu'il refasse un geste pour les besoins d'un reportage, mettre sa ceinture de sécurité dans un reportage sur le comportement des automobilistes, mais nous admettons plus mal qu'on joue avec notre crédulité quand nous avons décidé de donner notre confiance à un auteur. La carte du territoire sur lequel migrent les genres audiovisuels étant tracée, il nous reste maintenant, pour finir, à explorer ce qui se trouve donc dans ce territoire du milieu entre réalité et fiction. Si les mondes que je viens de décrire sont des idées régulatrices de la sémantisation des programmes ou des films, une attention particulière doit être portée aux émissions ou aux films qui entretiennent sciemment
l'hésitation dont nous sommes partis et qui font de l'oxymoron, comme je le disais tout à l'heure, une stratégie. Cela nous conduit à aller voir d'un peu plus près ce que recouvre cette antre qui sépare réalité et fiction dans mon titre. Prenez ce film. Le premier de l'histoire du cinéma. Paradoxalement, le titre se trouve en anglais, alors qu'évidemment, le titre français, c'est La sortie des usines Lumière, 1895. Donc, les portes s'ouvrent, les gens sortent de l'usine, les portes se referment. Voilà donc le premier film de l'histoire du cinéma. Les historiens du cinéma et les narratologues ont discuté très longtemps pour savoir ce qu'il fallait penser de cette scène, apparemment très simple. Les uns disent « elle a été répétée », ils ont joué pour la caméra, refaite plusieurs fois donc. Les autres disent « ça commence comme ça finit, ouverture et fermeture des portes, c'est un récit, c'est le premier récit cinématographique ». Qu'il y ait eu 3 versions du film, en l'occurrence, qui portent toutes le même titre, est en soi une précieuse indication pour qui s'interroge sur la frontière réalité-fiction. Et une invitation à faire exploser l'opposition traditionnelle entre les deux termes, ou les deux figures Lumière et Méliès. Admettons que la sortie des usines Lumière soit mise en scène et que l'on ait demandé aux ouvriers de tout sortir au même moment. Tous les éventuels arrangements avec la réalité ne suffiraient pas à en faire une fiction. Malgré toutes les fioritures dont la vue a pu faire l'objet, il reste un fait incontournable. Tous les jours, les travailleurs devaient sortir de l'usine d'une façon à peu près similaire. Peut-être étaient-ils moins bien apprêtés, moins bien coiffés quand la caméra était absente. Mais quoi qu'il en soit, cette vue singulative, qui a donc été fixée une fois sur la pellicule, contient une scène qui se répétait quotidiennement. Venons-en à la seconde hypothèse, celle qu'il s'agirait d'une construction narrative. Ça ne coïncide pas tout à fait avec ce que je dis. Que cette bande de 50 secondes commence par l'ouverture des portes et finisse par leur fermeture n'implique pas que ce qui a été placé devant la caméra, c'est-à-dire ce qu'on appelle le profilmique, soit purement inventé ou faux. Au plus, l'opérateur aura fait passer une scène répétée et organisée pour une scène prise sur le vif. Et il se sera présenté comme témoin d'une scène qui aurait pu se dérouler en absence de caméra. Que la sortie des usines Lumière ait fait l'objet ou non d'une répétition, une chose est sûre. L'opération ici en cause est fréquente aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Le premier documentaire à part entière, Nanook of the North, 1922, de Flaherty, a encouru d'ailleurs le même type de critique, certains reprochant à Flaherty de faire comme si les gestes des Inuits étaient pris à la réalité, alors qu'ils étaient tout bonnement joués pour la caméra. Avant de formuler un jugement éthique, il faut clairement reformuler ce reproche en termes sémiotiques. La transformation du réel opérée par le cinéaste consiste à faire passer une disposition plus ou moins intentionnelle de la réalité pour un état du monde. Dans la mesure où il s'agit finalement de faire comme si la réalité venait directement s'inscrire sur la pellicule, de feindre l'enregistrement d'une réalité brute, non disposée, je propose le terme de feintise. En quoi la feintise, qui est donc cette entre réalité et fiction, diffère-t-elle de la fiction? D'abord par sa finalité. Le but de la fiction n'est pas de donner l'illusion de la réalité, mais de la représenter. Elle présente un monde possible, parasite du nôtre, un monde comme le nôtre. La feintise, à l'inverse, se donne pour la réalité. Elle est, je viens de le dire, de l'ordre du comme si. La sortie des usines Lumière prétend montrer une scène qui s'est répétée et des gestes que les acteurs eux-mêmes ont répétés en tout sens du terme. En l'espèce, la feintise est itérative. Malgré la singularité inhérente à toute image photochimique, elle reproduit un phénomène qui est de l'ordre du probable. Les reporters et les documentaristes prennent moins souvent qu'on croit des événements sur le vif, d'autant moins qu'aujourd'hui, en l'absence d'autorisation des sujets filmés, ils risquent de se voir poursuivis en vertu du droit de la personne à son image. Aussi doivent-ils se contenter
de capter des situations qui auraient pu se produire en leur absence. Entrer d'un ministre dans son bureau, écrivain à sa table de travail ou professeur dans sa classe. Les déformations de la situation tiennent en fait à l'incidence de l'instrument d'enregistrement sur la réalité. De même que selon Heisenberg, il est impossible de mesurer simultanément la position et la vitesse d'un objet quantique parce que, à l'éclairer pour l'observer, on fait varier sa vitesse, l'intrusion de la caméra dans le réel modifie le sujet filmé. Aujourd'hui, les télévisions vont plus loin en mettant en scène des événements qui n'auraient pas forcément eu lieu en l'absence de la caméra. Ainsi, avais-je écrit il y a quelques jours, quand un reporter, pour exprimer la délinquance en banlieue, demande à des jeunes de dealer pour la caméra, ou pire, de mettre le feu à une voiture. Mais évidemment, aujourd'hui, je pense à ce que j'ai vu il y a 2 jours aux informations télévisées, c'est-à-dire des reporters qui, devançant l'événement, montrent l'agression d'une femme dans un train de banlieue. Si le but des journalistes qui mettent en scène de tels événements est d'exemplifier une situation ou une idée, je ne dis pas que c'est les méthodes de tous les journalistes, les motivations des personnes qui se prêtent à de semblables feintises sont multiples, et on vient de le voir abondamment ces derniers jours. La revendication financière de l'instituteur vedette d'être et avoir prouve que les anonymes se prennent véritablement pour des acteurs dès lors qu'ils sont filmés, donnant consistance à la métaphore théâtrale avancée par Goffman pour expliquer les interactions sociales. À force de jouer des rôles dans la vie, ils finissent par confondre, eux aussi, réalité et fiction. Pour conclure, de ce parcours, je tirerai 4 conclusions. La première, c'est que les mots dont on rend responsables les images depuis Platon, tromper, travestir, mentir, ne sont pas intrinsèquement liés à la nature de l'image, mais résident dans leurs usages. Deuxièmement, ces mauvais usages ne sont pas l'apanage de ses fabricants, comme le laissent à croire les contempteurs des médias, mais ils relèvent aussi bien de ceux qui les regardent que de ceux qui y figurent. Ça, c'est la feintise. Troisièmement, la réalité d'une histoire ne suffit pas à faire disparaître le statut fictionnel d'un film. Dès lors qu'il est joué par des acteurs, la construction des personnages suffit à elle seule à la décoller de notre monde et à lui faire perdre le statut de preuve ou de document qu'on veut ou qu'on croit devoir lui attribuer. Quatrièmement, que le réel soit mis en scène est insuffisant pour qu'on lui confère le statut de fiction. Entre la réalité et la fiction s'étend un terrain marécageux où il peut être aventuré de se risquer sans concept. Merci. Alors, si on y voit, qu'est-ce qui se... Il y a une question là, non? Est-ce qu'on peut baisser un peu cette lumière? Voilà, une question ici. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai suivi votre exposition avec beaucoup d'attention. Je voulais poser une question très simple. Est-ce qu'actuellement, il y a une déontologie des médias, en partant du fait que Victor Hugo donnait une place aux spectateurs, et aussi il y a un nouveau théoricien qui s'appelle Chomsky, qui a beaucoup travaillé. Est-ce qu'il n'y a pas une crise d'identité dans la mesure que on ne tient plus compte de la génération et des personnes? C'était pour ça. Est-ce que demain, en tenant compte de la crise de 1927, de la crise des nouvelles technologies de communication, est-ce que demain, on aura là une télé qui va nous donner des trucs qui seront intéressants? Merci. Oui, c'est évidemment une question fondamentale. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est 2 choses. La première chose, c'est que quand les médias refont une scène, mettent en scène, il y a des cas totalement obligés, puisqu'au fond, on a dans la tête, de façon assez fautive, que
les reporters devraient saisir les événements qui se passent dans le monde. En fait, ça doit être 5% d'un journal télévisé. Ils arrivent toujours trop tard. Donc, on est obligé de refaire des événements. Alors, après, il y a toute une gradation, si vous voulez, depuis refaire une scène où un ministre rentre dans son bureau à inventer quasiment une scène d'une attaque qui n'a pas eu lieu sur un quai de gare. Donc là, effectivement, je dirais la faute est dans le camp des médias. C'est à eux de savoir ce qu'ils doivent faire. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'il y a deux autres instances. Il y a effectivement le spectateur qui a à savoir ce qu'il peut attendre des images et à savoir regarder les images. Et c'est aujourd'hui inviter une troisième instance très forte, c'est les acteurs du réel. Ce qu'on voit aujourd'hui naître, si vous voulez, et c'est pour ça que je pose la question aussi de savoir qui est le plus responsable des médias qui mettent en scène que du spectateur qui attend cette mise en scène. Et je crois que dans les affaires récentes dont je parlais, d'attaques inventées sur un quai de gare, le problème des réactions très rapides dans les médias et dans la sphère politique viennent du fait que le spectateur attend ces réactions. Donc il faudrait lui-même qu'il apprenne à jouer avec le temps et à être un petit peu moins pressé. J'ai trouvé très intéressant cette représentation triangulaire, le réel, le fictif et le ludique. Sur le ludique, j'aimerais préciser un petit peu mes critiques, si vous permettez. Dire que le spectateur voit ça d'une façon gratuite, c'est le jeu pour le jeu, me paraît peut-être un petit peu rapide et dommage. Dans le ludique, ne devrait-on pas dissocier ce qui finalement est comique, ce qui est tragique et ce qui est dramatique? Comique et tragique, on peut l'associer, c'est le tragicomique. Le dramatique est différent. Alors, deux choses. La première chose, c'est que vous avez remarqué que le triangle que je vous ai présenté était en blanc. Enfin, il n'était pas en blanc, il était colorié en l'occurrence, mais il n'y avait pas de terme, de catégorie d'émission ou de film dessus. Parce que ce que je voulais montrer, ce que je crois profondément, c'est que le terrain sur lequel évoluent, si vous voulez, les différents acteurs de la communication télévisuelle ou cinématographique reste toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a en fait trois pôles. On renvoie les choses au monde réel, on renvoie les choses au monde fictif, au monde ludique. Mais le spectateur peut prendre de façon, par exemple, ludique, quelque chose qui est fictif ou qui renvoie au monde réel. Donc c'est un terrain, si ce n'est d'affrontement, en tout cas d'interaction entre des propositions des producteurs et le spectateur. Bon, pour venir à votre deuxième question qui, évidemment, qui me retient bien plus encore, c'est la question du ton que vous posez. C'est ce que j'ai montré dans le cadre de cette conférence, c'est simplement comment les genres sont renvoyés à des mondes, à différents mondes, mais évidemment, il y a la manière encore de le faire, et c'est ce que vous désignez, je crois, par les différents aspects du comique, le parodique, etc. Bon, c'est vrai que j'ai actuellement un travail de recherche qui s'appelle le rire à la télévision, et que je compte un petit peu préciser ce genre de choses. La télévision rend muet, mais... Bonjour, j'aimerais que vous reveniez sur l'idée du danger pour la démocratie dans les images. Je pensais aussi à la tendance, surtout aux États-Unis, de filmer les procès. Les vrais procès. Oui, si vous voulez,
ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le danger est très gradué. C'est-à-dire que les images, pour moi, ne sont jamais dangereuses en elles-mêmes. Et je dirais qu'il y a peu d'images dangereuses pour moi. Il y a des utilisations des images qui sont dangereuses. Et en l'occurrence, par exemple, j'ai montré effectivement des images de procès, du procès Eichmann, donc d'un criminel de guerre. Je trouve relativement dangereux, si vous voulez, qu'on détourne, qu'on reconstruise des archives. Alors ça, c'est un des dangers qu'on peut avoir. Je suis frappé aussi par le fait que dans le journal télévisé aujourd'hui, alors qu'un chercheur met pratiquement toujours la source des images qu'il montre et leur date, etc., les images sont totalement décontextualisées dans les informations télévisées, etc. Donc voilà un autre usage dangereux, si vous voulez. Mais je ne crois pas que les images soient jamais dangereuses en soi. Enfin, sans doute on trouverait évidemment un contre-exemple très rapidement, mais je vous laisse le soin de le trouver. Je m'interroge sur la question des émissions en direct et des émissions différées. Je me demande en quoi on peut imaginer que le direct est plus réel, entre guillemets, que le différé. J'ai moi-même participé à une émission en direct où tout ce que j'avais à dire dans mon discours a été... On me l'a fait répéter à 2 reprises, je crois, avant l'émission, pour être sûr peut-être que je ne dévierais pas ou que je ne dirais rien d'indécent. Je ne sais pas. J'ai été naturellement coiffée et maquillée comme il faut l'être pour la télévision. Je suppose que les autres personnes qui participaient à cette émission, c'était pareil. Et donc, je me demande s'il y a vraiment une grande différence entre les deux, sauf que dans le direct, on ne peut pas couper, que je sache, alors que dans une émission différée, on peut. Enfin, couper une scène ou une séquence. Oui. Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a le premier statut première chose qui est le statut sémiotique de l'image. On a la croyance, effectivement, dans le direct que l'image provient du monde dans lequel nous coexistons. Donc, il a évidemment une importance beaucoup plus grande que les images de différé, dont on peut penser toujours qu'elles ont été manipulées, etc. Mais la deuxième chose que vous dites, finalement, c'est tout simplement qu'effectivement, vous êtes prêté à ce que j'appelle une feintise. Et c'est bien le problème, c'est que le direct ne garantit pas que les acteurs du réel ne sont pas consentants avec ce qu'on leur demande de faire. Et c'est ce qui pose un véritable problème, c'est que c'est un problème de savoir. Là. Les signes eux-mêmes ne permettent pas de savoir que vous avez répété la phrase ou non. Donc, il y a effectivement des connaissances à 2 niveaux. Il y a un public qui sait, puis il y a un public qui ne sait pas. Et c'est donc sur les conditions même de la production, je pense qu'il faut éclairer aussi le public. Là-bas. Bonsoir, je suis enseignante et avec mes élèves, je travaille. Je suis ici. Je ne vois pas du tout. Parce que... avec mes élèves, je travaille très très régulièrement sur l'image et en particulier sur l'image télévisée. Je suis confrontée avec des élèves qui sont soit très très critiques et hyper sceptiques, soit extrêmement crédules. Et la question clé que je me pose, c'est quels sont les éléments fondamentaux, ce qu'il ne faut pas louper avec les élèves sur l'étude de l'image. La première chose, me semble-t-il, c'est la question du genre. Bien demander aux élèves de comprendre dans quel cadre d'interprétation ils se trouvent. On sait bien qu'effectivement, les enfants ne regardent pas de la même façon les informations télévisées, n'ont pas la même croyance selon qu'ils regardent des informations ou une fiction. Et très souvent, d'ailleurs, les enfants ont plus peur d'une fiction qui montre des morts que des morts de la réalité. Donc c'est effectivement la façon dont l'enfant est amené à
croire de telle ou telle façon qui provoque en lui plus ou moins de mal. Donc, je crois que la première chose, c'est ça. C'est, si vous voulez, c'est aller plus loin que l'approche sémiotique des images pour laquelle j'ai pourtant, enfin moi j'ai beaucoup travaillé à ça, mais comprendre que c'est beaucoup plus dans le type de document, la source du document, la réflexion sur le document qu'il faut faire confiance aux images que par la lecture même des images. On va prendre une dernière question. Ici. Si on voit pas d'autres. Moi, je voulais savoir votre avis, en fait. Moi, j'ai cette impression, j'ai beaucoup aimé effectivement le triangle, et je suis intermittente du spectacle, et en fait, par la pratique de mon métier, j'ai l'impression qu'effectivement, aussi bien en documentaire, en JT, on nous demande de plus en plus de scénariser. On a découvert qu'effectivement, tous les jeux sont scénarisés plus ou moins. Donc, en fait, tous ces mondes se rapprochent vers la fiction, enfin, utilisent tous les moyens, etc., de la fiction, et en même temps, on donne l'impression aux gens que c'est la réalité. Et est-ce que c'est de là que vient actuellement la confusion totale, en fait? Mais si vous voulez, la confusion totale, elle vient de là, mais elle vient surtout du fait que nous avons beaucoup de mal à résister en tant que spectateurs, citoyens, etc., aux impositions de sens des médias. Parce que le vrai pouvoir des médias est moins dans les images qu'ils montrent que dans le sens qu'ils imposent. Je prends un exemple, j'ai pris cet exemple, j'en suis parti, mais je le vois tous les jours, l'exemple de la télé-réalité. Quel est le rapport aujourd'hui entre, disons, le début Love Story et la ferme des célébrités? Aucun. Hein, si l'on peut dire qu'il y avait une émission qui jouait plus ou moins sur le direct et l'authenticité du direct, quel est le rapport à la réalité de ce jeu où on enferme des vedettes dans une ferme? Donc le problème est là, c'est que les mots sont plus forts, si vous voulez, que les émissions. Et on le voit très très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de télévision qui ne soit pas d'abord de la communication de la télévision. J'ai parlé encore aujourd'hui avec quelqu'un qui me demandait l'évolution, si la télé-réalité baissait. Enfin, vous savez, c'est toutes ces questions journalistiques qu'on entend tous les jours. Est-ce qu'il y a un avenir pour la télé-réalité, etc. Mais ce dont on parle n'a plus rien à voir avec ce dont on parlait il y a 2 ans. Et on croit qu'on continue à parler de la même chose. Mais on est tout à fait, évidemment, passé d'une captation du réel plus ou moins vrai, enfin plus ou moins authentique, à une scénarisation de plus en plus grande de tout ce qu'on appelle télé-réalité. Et si vous voulez, après avoir donné la parole, soi-disant, aux vrais gens, comme disent les médias, aujourd'hui, on voit très bien que les médias ont repris la main, si je puis dire, en scénarisant par avance, effectivement, tout, et en faisant glisser toutes les émissions, soit vers le pôle fictif, soit vers le pôle ludique. Alors on peut prendre tous les exemples qu'on voit à la télévision. Vous voyez bien que le Bachelor, ce n'est jamais que la reprise d'une fiction télévisuelle comme Ali McBeal ou Sex in the City, où il s'agit de trouver l'âme sœur, que telle autre émission, L'île de la tentation, ce n'est jamais rien d'autre que le scénario de n'importe quel vaudeville. Hein, et on glisse effectivement peu à peu vers la fiction, vers le ludique, mais le terme télé-réalité garantit une sorte atteste d'une réalité, si vous voulez, de ces émissions et conditionne un public que j'ai appelé crédule. Enfin, la partie du public que j'appelle crédule. Bien, Mme Françoise Jost, merci beaucoup. Demain, donc, nous continuerons ces arrêts sur image avec Daniel Schneiderman sur l'image télévisuelle. Merci.